NWA, c'est pas un groupe comme les autres. Entre arrestations en plein concert, trahison pour de l'argent ou encore problème avec le FBI, Comment ça, mon ils ref? n'ont pas juste vendu quelques disques, ils ont révolutionné le rap à tout jamais. Aujourd'hui, on retrace leur carrière légendaire et je peux vous le dire, vous êtes très loin de connaître tous les secrets autour du groupe. L'histoire, elle commence à Compton, à la fin des années 80. Le contexte politique est assez tendu et pendant que Ronald Reagan essaye de sauver le pays, André Young, lui, il passe toutes ses journées à faire de la musique. C'est lui qui deviendra plus tard la fameuse légende du rap, Dr. Dre. À ce moment-là, c'est déjà un DJ très talentueux et il rêve de vivre de sa passion. Mais sa mère, elle comprend pas ce qu'il fait. Elle voit la musique comme un hobby inutile, surtout pour un jeune noir dans cette ville qui est remplie d'insécurité. Et pour faire sa musique, Dre va souvent chez un gars. Lui, c'est Oshie Jackson, qu'on connaîtra sous le nom d'Ice Cube. Lui, il écrit pour dénoncer, pour dire la vérité que personne ne veut entendre, et il a déjà un énorme talent pour l'écriture. Et ça, vous allez très vite vous en rendre compte. À cette époque-là, Dre et Ice Cube fréquentent le même club. Dre et DJ Yelam, futurs membres de NWA, font déjà partie d'un groupe, World Class Wrecking Crew. Ouais, je sais pas trop comment prononcer, mais bon, t'as capté. Dre, gorgeous hunk of a man, doing tricks on the mix that no others can. Ouais, tu l'as entendu, on est encore loin du gangsta rap qu'ils vendront quelques années plus tard. Ils font pas cette musique par plaisir, loin de là. Leur ancien manager et propriétaire du club, il avait pas du tout la vision sur un son venant des rues, pour les rues, parlons des rues. Et c'est là qu'il faut se remettre dans le contexte. À cette époque-là, personne ne fait du gangsta rap. Bah ouais, le rap existe déjà, il y a Run DMC, le Sugar Hill Gang, ou encore DJ Quick. Mais bon, ils parlent tous de soirées, de femmes et d'argent. Parce que personne n'a intérêt de parler de la vérité de leur quotidien dans les rues. Ce serait débile. Parce qu'en fait, personne n'accepterait de distribuer ce genre de son qui glorifie la vente de drogue ou les clashs contre la police. Pour l'État et de l'industrie, c'est un non. Pourtant, quand Ice Cube il monte sur scène, accompagné par Dre au mixage, le public, lui, c'est exactement ce qu'il a envie d'entendre. Et au même moment, un gars les repère, un petit mec de 1m59 avec une voix bien aiguë, ouais, ce gars que vous voyez là. Eazy-E, de son vrai nom Eric White, est un vrai baron de la drogue. À 13 ans, il prend le volant et à seulement 14 ans, il devient père. Et tout bascule pour lui quand son cousin qui l'avait initié au trafic se fait tuer. Pour Eric, c'est un vrai choc. Il réalise que s'il continue dans cette voie, tôt ou tard, son corps finira criblé de balles où il finira le restant de ses jours derrière les barreaux. Resserre ton million si tu prends perpète. Eazy, il se dit alors qu'il faut trouver une sortie, un moyen de blanchir une partie de son argent tout en s'éloignant de la rue. Dre va donc proposer à Eazy un deal très simple. Lui, il met l'argent et eux, ils mettent le talent musical. Dre, il s'occupe de la production, Cube écrit les textes et Eazy finance tout. Studio, matériel ou encore sortie de disques. En échange, c'est lui qui devient le patron. Le label lui appartient, les décisions lui reviennent et surtout, les bénéfices passent par lui, ce qui lui permet de blanchir son argent, un peu comme Tony Montana à son prime. Et c'est cet accord, fait presque sur un coin de table, qui va donner naissance à Ruthless Records et tout ce qui va suivre. Tu l'as compris, pour ces trois gars, le rap c'est pas seulement une passion, c'est une vraie échappatoire. Le moyen de transformer sa colère en force pour Cube, blanchir de l'argent pour Eric, vivre de sa passion pour Dre et peut-être de survivre à Compton. Ok, c'est cool, le label est créé, mais maintenant, il faut des sons. Et pour leur premier son, Dre ramène plusieurs de ses potes pour former une vraie team. Ice Cube pour écrire les textes, le trio HBO pour rapper sur les prods à Dre. Ah non, ok, oubliez ça, HBO ne vont pas aimer le texte de Cube, qui parle de la vie d'un bad boy de Compton. Alors que je l'ai pas rappelé, mais eux, ils viennent de New York, et que ça les représente pas du tout. Ils vont insulter Dre et tout son crew, et puis se barrer. Ouais, pour la vraie team, on aurait pu faire mieux. Ruthless Records n'a officiellement plus de rappeurs pour son premier son. Ils sont vraiment dans la merde. Parce que le seul qui rappe dans le studio, c'est Ice Cube, mais il fait déjà partie d'un groupe, le CIA. Mais Dre, il se rend compte d'un truc. Le texte du morceau proposé, il décrit parfaitement le personnage d'Eazy. C'est le gars parfait pour ce morceau. Dre, il va donc proposer à Eazy de rapper, il va accepter, il va enregistrer le morceau, le sortir. Attends, t'as vraiment cru que ça allait être aussi simple? Pour rappel, Eazy n'a jamais rappé. C'est pas du tout un rappeur. Donc le son, il prendra 2 jours complets à enregistrer. Dr. Dre dira que c'était un terrible calvaire parce qu'ils ne savaient même pas poser dans les temps et qu'ils ont dû enregistrer le son phrase par phrase. Mais bon, 2 jours plus tard, Boys in the Hood est enfin prêt. Eazy,
maintenant il est devenu rappeur. Et donc il va avoir l'idée de créer un groupe. Dre va ramener plusieurs de ses potes, MC Ren, Arabian Prince, DJ Yella, sans oublier Ice Cube. Ensemble, ils enregistreront leur premier album, NWA and the Pose. C'est bon, NWA est créé. Mais non, il manque toujours quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Quand on connaît rien au business à cette époque-là, vendre sa musique et la distribuer, c'est presque impossible. Parce que là, ils se retrouvent à vendre leur album dans la rue et se font un tout petit peu d'argent. Pas assez pour les ambitions d'Eazy-E. C'est à ce moment-là qu'ils vont faire la connaissance, comparable à Walter White dans Breaking Bad, Jerry Heller. Jerry Heller, c'est déjà un vrai mastodonte à cette époque-là. Il a déjà repéré des légendes de la musique comme Marvin Gaye, Elton John ou encore Otis Redding avant qu'elles aillent percer. Donc je pense que tu peux le comprendre, mais il est très occupé et quand il voit Eazy arriver dans son bureau, il n'a pas de temps à lui accorder. Il va donc demander à Eazy $750 s'il veut qu'il écoute l'album. Et bien sûr, Eazy il va accepter. Je rappelle que pour lui, l'argent c'est pas du tout un problème. Il a quand même $250,000 à blanchir. Donc bon, pour lui c'est rien. Jerry va lancer le son et tout de suite, il va sentir le succès. Donc il va rapidement signer un contrat avec Eazy. Lui, il va prendre 20% des revenus de Ruthless Records et Eazy partagera les 80% restants avec les autres membres du groupe. C'est carré, sauf que Jerry il fait pas signer de contrat aux autres membres. Ni Ice Cube, ni Dr. Dre, ni personne ne va signer de contrat chez Ruthless Records. Et ça quand même, ça sent la douille. Mais bon, pour l'instant ils connaissent rien au business. C'est des jeunes, ils n'ont jamais eu de contrat et donc tout va bien se passer pour Jerry. Sauf pour Arabian Prince. Lui, il voit la douille arriver et donc il va décider de quitter le groupe. Il sera souvent tristement nommé le membre oublié de NWA et il ne figurera même pas dans le film consacré à l'histoire du groupe. En vrai, miskin. Bon, après ça, Arabian Prince continuera la musique sans jamais devenir mainstream. Ok, les 5 membres restants de NWA, maintenant ils doivent préparer leur premier album, Straight Outta Compton. Un album qui contiendra 13 titres. Et sur ces 13 titres, il y en a un dont l'histoire et l'impact sur la société est légendaire. Fuck the Police. Et ce qui est fou avec ce son, c'est la manière dont le morceau est né. Parce qu'à la base, en fait, il n'était même pas censé exister. Et l'histoire, elle commence dans le studio où NWA enregistrait la plupart de leurs titres. Les mecs enchaînent les sessions, passent des nuits blanches et composent morceau après morceau. Et un jour, ils sortent du studio pour prendre l'air. Et là, il y a une voiture de police qui arrive. Elle s'arrête devant eux, les flics sortent de leur caisse, les font s'allonger, leur demandent ce qu'ils font là, comme si des jeunes noirs ne pouvaient pas juste faire de la musique. Heureusement, Jerry Heller qui voit la scène, il va sortir pour leur parler. These are artists. Excuse me, artists? Yeah, Seriously? yeah, What kind of artists? rappers, and they're working with me in the studio right now. Well, see, rap is not an art. And I'm sorry, who are you? I'm the manager. Well, you're wasting your time, Mr. Manager. You gotta 'cause be kidding me. You're wasting your time. Really? These clients of yours, these Yeah, rappers, yeah. they look like gang members. Les membres du groupe, tu peux l'imaginer, ils bouillonnent, mais il y a un mec en particulier qui encaisse tout ça et qui va exploser une fois revenu au studio, Ice Cube. Et je te le rappelle que quand Ice Cube il est vénère, il l'écrit. Ice Cube il va s'enfermer seul dans une pièce et en quelques heures, son texte est prêt. À ce moment-là, ils ne le savent pas encore, mais ce son va faire trembler le gouvernement des États-Unis, devenir l'hymne des manifestations contre le racisme et surtout faire exploser leur carrière. Ok, l'album est prêt, Straight Outta Compton, 13 morceaux ou plutôt 13 missiles. Et sans même s'en rendre compte, NWA vient de fabriquer l'un des disques les plus dangereux et le plus influent de l'histoire du rap. Quand l'album sort le 8 août 1988, personne n'est prêt, ils n'ont jamais entendu quelque chose d'aussi cru. Dès l'intro du morceau Straight Outta Compton, c'est clair. NWA est la relève du rap. Ils arrivent avec un style jamais fait auparavant, le gangsta rap. Et ça va très bien marcher. Plus d'1 million d'albums vendus, top 38 du Billboard, disque de platine. Et pour la première fois, le rap est mis au premier plan. Mais avec ce succès, les problèmes commencent. Les radios refusent de diffuser l'album parce que diffuser des morceaux faits par des jeunes noirs qui insultent la police, c'est inacceptable pour eux. Le FBI va même envoyer une lettre officielle pour dénoncer Fuck the Police, un truc qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la musique et qui n'arrivera plus jamais. Bon, après ça, il ne fera plus jamais aucune déclaration officielle sur NWA, mais le message est passé. Le rap est devenu un sujet d'état. Même des politiciens réclament juste l'interdiction pure et simple du groupe. Mais bon, ils s'en foutent un peu. Encore mieux, pour eux, le fait qu'on en parle, d'un côté, ça augmente leur popularité. Et en même temps que cela se déroulait, NWA vont partir en tournée dans tout le pays, où ils ne seront pas tout le temps bien accueillis. They bought them motherfuckers.
Leurs concerts se dérouleront souvent sans gros problème, mais il y a quand même un concert qui reste une anecdote folle dans leur tournée, celui du 6 août 1989. Ce soir-là, NWA sont accueillis à Détroit par une troupe entière de policiers. La règle, elle est simple, ils ont l'interdiction de performer le morceau Fuck the Police, où la police aura l'autorisation d'arrêter le show et de les arrêter. Bien évidemment, vous les connaissez maintenant, ils vont le performer, la foule va devenir folle, la police aussi, et comme ils avaient prévenu, la police va foncer sur eux, des balles vont être tirées et les membres de NWA ils vont être arrêtés. Bon, ça n'ira pas très loin et Ice Cube avouera même dans un interview des années plus tard qu'après avoir été arrêtés, la plupart des officiers de police leur ont demandé juste des autographes avant de les relâcher. Cette tournée, elle les mènera aussi à avoir un style de vie excessif, le maximum de femmes, d'alcool et de drogue. Pour la première fois, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais la réalité de Compton continue de frapper. En 1989, le frère cadet de Dr. Dre est poignardé à mort lors d'une altercation à seulement 18 ans. Pour Dre, c'est un rappel brutal. Peu importe le succès, la rue ne leur pardonnera jamais. Eazy, de son côté, il mène la vie d'Aloca. Il est de plus en plus proche de Jerry Heller, leur manager. Bon, c'est assez logique, Eazy est cofondateur de Ruthless Records, donc il passe plus de temps avec Jerry pour leur décision du label. Mais ce rapprochement, il crée doucement un malaise chez les autres membres, parce que comme je vous l'ai dit, il mène la vie d'Aloca. Eazy ne mange plus avec les autres membres dans leur loge, mais mange des homards dans des restos de luxe avec Jerry. Eazy reçoit plus d'attention sur l'argent et les contrats, et Jerry prend de plus en plus de temps pour la carrière de solo d'Eazy-E. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais juste après le premier album de NWA, Eazy sort son premier album solo, Eazy Does It. Ok, si vous pensez que Straight Outta Compton a bien marché, bon, c'est pas faux, dites-vous que Eazy Does It, c'est 2,5 millions de ventes, donc plus du double de leur album. Pourquoi ? Parce que tout le monde aime Eazy en fait. Sa voix pire aiguë, son charisme, sa petite taille, en fait, c'est pas un rappeur. Donc voilà, vous l'avez compris, Jerry là, il est beaucoup plus intéressé par la carrière de Eazy qu'à celle des autres membres du groupe. Et ça va commencer à en faire chier un. Ice Cube. Ouais, encore lui. Parce que faut se rappeler d'un truc. Ice Cube, en fait, c'est littéralement la plume du groupe. Straight Outta Compton, Eazy Does It, Boys in the Hood, la majorité des textes, c'est Cube qui les a écrits. Sauf que malgré ça, il n'est toujours pas officiellement signé chez Ruthless Records. Ça fait des mois qu'il demande un contrat clair, des mois qu'on lui promet t'inquiète ça arrive, et le jour où il reçoit le contrat, en fait Ice Cube il doute. Normal, ça fait des mois que leur album est disque de platine et des mois qu'il ne reçoit aucun argent. Il vit encore chez sa mère pendant que Eazy il vient de s'acheter sa première villa. Donc Cube il va dire ok, vous voulez que je signe, pas de problème, mais laissez-moi l'amener à mon avocat. Dès qu'il prononce le mot avocat, Jerry Heller il change de visage. En fait, il ne veut pas que Ice Cube monte ce contrat à quelqu'un d'extérieur. Lui, il veut que Cube signe maintenant et qu'il ferme sa gueule, sans poser de questions. Sauf que voilà, Cube il est pas idiot, il sait très bien que s'il signe un papier sans le comprendre, il peut dire adieu à sa carrière. Alors il va amener le contrat à un avocat indépendant. Et sans surprise, le contrat il est bourré de clauses qui donnent un contrôle total à Jerry et Eazy. Et surtout, il ne garantit absolument pas qu'Ice Cube soit payé correctement. En fait, depuis le début, Jerry et Eazy l'utilisent. On utilise son écriture, son talent, son image, mais quand il s'agit de le payer, là bizarrement il y a plus personne. Donc normal, il va refuser de signer le contrat et donc il va recevoir aucun argent. Mais il va faire autre chose, se barrer du groupe. Et il va bien sûr conseiller tous les autres membres à faire la même chose. Bon, les autres membres ne vont pas trop prendre ça au sérieux et ils vont rester chez Ruthless Records. Ice Cube quitte NWA, mais vous allez le voir, son retour, il va être quelque peu salé. Après le départ de Cube, NWA se lance dans la création de leur deuxième vrai album, A Feel for Zagin. Titre qui est volontairement mis à l'envers, parce qu'à l'époque, le mot qu'il contient est interdit pour le gouvernement ou encore pour les radios. Et cet album, c'est un vrai virage. Déjà, je vais être honnête, sans la plume de Cube, les thèmes y changent. Moins de politique, moins de messages et des morceaux beaucoup plus accessibles. On retrouve du génie dans la prod parce que Dre, il est au sommet. Parce que depuis le premier album, il a fait un bon niveau. Mais on sent clairement qu'il y a un manque dans l'écriture. Et pourtant, malgré l'absence de Cube, l'album il explose tout. Première semaine, numéro 2 du Billboard, une performance historique pour un album de rap. Et quelques jours plus tard, numéro 1, un groupe de Compton, interdit de radio, boycotté de partout, premier du classement américain. C'est du jamais vu. Et ça va un peu énerver Cube. Enfin, pas qu'un peu, parce que dans l'album, NWA, il envoie gratuitement plusieurs pics à Cube. Il va vraiment pas comprendre pourquoi, parce que pour lui, ils sont quand même en bonne relation avec les autres membres, mais sa réponse, elle va faire très très mal. Le gars va partir à New York sans
enfermé dans un studio avec The Bomb Squad, des producteurs qui ont déjà bossé avec Public Enemy, Run DMC ou encore LL Cool J. Donc ouais, le gars il s'entoure de professionnels. Résultat, America's Most Wanted, son premier album solo. Et là, vous pouvez en douter, boum, un classique instantané. Cube il explose tout. Et surtout, il prouve qu'il peut briller sans NWA. Et dans la même période, il va aussi envoyer un morceau de 5 minutes. Il attaque Jerry, Eazy, Dre, Yella et MC Ren. Et surtout, il dit tout ce que tout le monde commence à comprendre. Jerry, il profite du groupe, il manipule Eazy et surtout, il détruit NWA de l'intérieur. Et Jerry, il va clairement pas kiffer parce que mis à part qu'il se fait exploser dans le morceau, bah d'un côté, Ice Cube commence à faire douter tous les autres membres du groupe sur son honnêteté. Même Eazy-E. À ce moment-là, le groupe, il n'a jamais été aussi fragile. Et c'est dans ce moment très dur pour NWA que Dre, il va faire la rencontre de Suge Knight. Avant d'être le manager redouté que l'on connaît, Suge est entré dans l'industrie de la musique comme garde du corps pour plusieurs artistes. Il va d'ailleurs s'occuper de la sécurité du rappeur The D.O.C., un ami proche de Dre. Durant sa carrière, des théories l'accuseront du meurtre de Tupac, Biggie et un autre que l'on verra plus tard. Aujourd'hui, ça peut paraître fou de vouloir faire du business avec un gars comme ça, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Guerre avec Ice Cube, climat tendu avec Jerry Heller et Eazy. Pour Dre, avoir un gars solide comme Suge à ses côtés, c'est pas une mauvaise idée. Il est affilié au Blood, le plus grand gang des États-Unis avec les Crips. Il est imposant, bref, il fait peur à tout le monde. Tu l'auras compris, c'est pas qu'un simple manager, c'est un vrai criminel. Et il va proposer à Dre de créer ensemble leur premier label, Death Row Records. Problème, Dr. Dre il est signé en tant que producteur exclusif d'Eazy. Il ne peut pas quitter Ruthless Records tant qu'il a ce contrat. Suge va régler ce problème à sa façon, entre parenthèses, forcer Eazy à signer la fin de ce contrat par tous les moyens. Et c'est bon, après ça, Dre il est libre. Pas tant que ça, mais on le verra plus tard. En tout cas, il est détaché de NWA et une nouvelle ère commence, Death Row Records. First off, fuck your bitch in the clique you claim. West side. From the depths of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dogg, Pokey. Of the LBC, on a mission trying to find Mr. Warren G. Snoop Dogg, Tupac, Nate Dogg ou encore Kurupt, quand on voit ce qui est devenu Death Row, on peut dire que le pari de travailler avec Suge était le bon. Et pour inaugurer son label, Dre va sortir son premier album solo, The Chronic. 4 millions de ventes. Est-ce que c'est bon pour vous? The Chronic, c'est sûrement l'un des meilleurs albums de l'époque et en plus produit par le meilleur label de l'époque. C'est notamment dans cet album que Snoop Dogg fera ses débuts, dans le morceau Nothing But a G-Tank. 1, 2, 3 into the 4. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the dope. Il se fera signer chez Death Row. Mais je te le dis, Dre n'est pas aussi libre que ça. Parce que sur l'argent qu'il touche sur The Chronic, Eazy en prend 25%. Pourquoi? Parce que dans le seul contrat qu'il a accepté de signer, il a écrit qu'il recevra 25% des recettes de Dre sur tout ce qu'il fait pendant les 6 prochaines années. C'est d'ailleurs pour ça que Dre il attendra 7 ans pour sortir son deuxième album. Mais à ce stade-là, faut être honnête, NWA est déjà mort, même si personne ne l'a encore officiellement annoncé. Ice Cube est parti, Dre est parti, il reste seulement Eazy, MC Ren et DJ Yella. Mais sans Dre à la prod et sans Ice Cube à l'écriture, bah NWA n'est plus vraiment NWA. Pendant ce temps-là, les clashs continuent. Dr. Dre les clash, enfin il clash surtout Eazy. Eazy, piqué dans son ego, décide de contre-attaquer. Dans ce morceau, il vise clairement Dr. Dre. Il l'accuse d'avoir oublié ses racines et d'être devenu un pantin de Suge Knight. Le clash est public et maintenant, toute réconciliation semble désormais impossible. Ça y est, la legacy de NWA est terminée. Mais avec tous ces clashs, en fait, Eazy, il commence à ouvrir les yeux. Et si Jerry Heller l'arnaque depuis le début? Il va commencer à chercher des relevés de compte, lui poser des questions, vérifier son contrat, et il va se rendre compte d'un truc. Depuis le début, Jerry ne protégeait pas le groupe, il se protégeait, et surtout, il s'en mettait plein les poches. Quand je dis qu'il les a arnaqués depuis le début, je parle pas de dizaines de milliers de dollars. Non, là c'est des millions qui ont disparu, je te le rappelle, mais NWA, c'est à la base 6 jeunes de banlieue qui ne connaissent rien au business. Jerry, si. Eazy réalise un truc fondamental. En fait, il n'a jamais été le patron du label. Et il comprend aussi autre chose. Il n'a pas seulement perdu de l'argent, il a aussi perdu ses potes. Donc normal, Eazy va virer Jerry, mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Le pire dans tout ça, c'est que Jerry nie tout. Il se présente comme le sauveur du groupe, celui sans qui NWA n'aurait jamais existé. Depuis le début, Ice Cube et Dre voulaient juste l'alerter de la vérité. Donc normal, là, il se sent un peu bête. Il a vraiment maintenant envie de réunir le groupe à nouveau. Il reconnaît maintenant ses erreurs et contacte Dre et Ice Cube. Eazy leur avoue avoir été aveuglé par l'argent et surtout très mal conseillé. Son idée elle est simple, reconstruire NWA sur des bases propres, sans un manager qui les parasite et surtout sans contrat piégé. Plus forcément pour dominer les charts, mais pour au moins finir correctement l'histoire qu'ils avaient commencé ensemble. Les deux acceptent, mais pour Eazy,
c'est déjà trop tard. Son corps, il est lentement en train de s'éteindre. Le 16 mars 1995, le monde entier l'apprend. Eazy est atteint du VIH, la même maladie qui a tué Freddie Mercury 4 ans auparavant. Et ces deux artistes, ils avaient un point en commun, une vie sexuelle extrêmement active. Eazy, il a quand même eu 11 enfants avec 8 mères différentes, ce qui pourrait expliquer comment il l'a attrapé. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, il n'existe pas de remède à cette maladie. Elle est encore entourée de tabous, les tests sont rares, la prévention est quasi inexistante. Bref, à ce moment-là, survivre au VIH est presque impossible. Eazy n'échappera pas à la règle et succombera 10 jours après son diagnostic à seulement 31 ans. Pour les membres de NWA, c'est un choc. Ils ne viennent pas de perdre leurs collègues, mais leurs potes. C'est sur cette tragédie qu'ils annuleront la reconstitution du groupe. Parce que sans Eazy, NWA ça peut pas exister en fait. Je l'ai vanné au début de la vidéo sur sa petite taille et sa voix aiguë, mais c'est aussi ce qui faisait son charme. Clairement, Eazy était de loin le préféré et le plus adulé du groupe. Depuis le début, c'était lui le main caractère. Lors de son enterrement, Eazy est enterré avec ses lunettes de soleil iconiques. Un détail qui est très symbolique. Mais si je te disais qu'il y a une deuxième théorie sur la mort d'Eazy, une théorie assez folle qui dit qu'une seule personne est coupable de sa mort, Suge Knight. Parce que quand Dre lui dit qu'il va refaire partie de NWA, ça va vraiment l'énerver. Normal, pour lui Dre c'est un acquis et il ne peut plus revenir en arrière. Je te l'ai déjà dit, mais Suge Knight c'est un vrai malade. Et ce que les fans disent sur cette théorie, c'est que c'est lui qui aurait injecté le virus à Eazy. Et regardez ce qu'il va dire dans un interview en 2003, 8 ans après la mort d'Eazy. They got this new thing out that people sell them all the time. They got this stuff they get blood from somebody with AIDS. Yeah. And then they shoot you with it. Oh, so that seems bad. That's a slow death. Ouais, ça paraît fou et dans tous les cas, on n'aura jamais la certitude qu'il ait fait ça. Comme sur les théories de la mort de Tupac et de Biggie. Le choc est énorme pour le public, mais surtout pour les membres. Parce qu'avant qu'il ait été diagnostiqué, Eazy se portait très bien. Sa mort laisse un vide dans l'industrie. Aujourd'hui, regarder l'histoire de NWA, c'est comprendre qu'ils ont changé le rap et même la société. Peu après la mort d'Eazy en 1995, Dre quittera Death Row pour lancer son premier label, Aftermath Records, label légendaire qui produira un certain Eminem, 50 Cent ou encore The Game. Puis il sortira son deuxième album solo, 2001, avec l'un des sons le plus connus et reconnaissables du rap. Ice Cube lui continuera sa carrière solo, marquée par de très bons albums. Il ne se limitera pas à la musique parce que Ice Cube deviendra aussi acteur et se fera une place à Hollywood, dans par exemple Boys in the Hood, où il jouera la vie d'un jeune de Compton victime des dangers de ghetto. Si vous l'avez pas encore vu, en vrai foncez. Quant à Jerry Heller, ce sera la fin. Après avoir perdu le contrôle sur Eazy et sur une partie des revenus, il quittera le monde du rap et de la musique, laissant derrière lui une carrière controversée. Le pire, c'est que jusqu'à sa mort en 2016, il n'arrêtera pas de nier tout ce que l'on sait sur lui. DJ Yella et MC Ren, ils sortiront quelques projets solo et collectifs, mais NWA n'existe plus. La tentative de reconstruire le groupe initié par Eazy peu avant sa mort restera un rêve inachevé. Tous ensemble, ils ont réussi à changer le rap à jamais. Des gamins de Compton, ignorés par le système, qui ont réussi à opposer leur voix au monde entier. Alors quand on retrace la carrière de NWA, on peut dire que ce n'était pas un groupe comme les autres. C'était le groupe le plus légendaire du rap.